C'est la fin du 19e siècle. L'ouest du pays se peuple rapidement. Par la construction d'un chemin de fer, on va tenter de réunir tous les territoires qui s'étendent de l'Atlantique au Pacifique. Les gens du chemin de fer envahissent donc les terres des Indiens et des Métis. En 1885, devant le refus d'Ottawa de reconnaître leurs droits de propriété, les Métis se soulèvent, fondent une république et entreprennent une résistance armée. À leur tête, un homme de 41 ans, Louis Riel. Comme la majorité des Métis, il est francophone et catholique. Riel établit ses quartiers généraux à Batoche, en Saskatchewan. Ottawa réagit rapidement en envoyant des troupes. Débordés, les Métis succombent en quelques semaines. Riel se constitue prisonnier. En Ontario, les orangistes réclament sa tête. On l'accuse d'avoir tenté de renverser l'autorité de la reine d'Angleterre et du Canada. À Regina, après un procès entaché d'irrégularités, les 6 jurés de langue anglaise le déclarent coupable tout en recommandant la clémence. Le juge le condamne à mort. Le premier ministre MacDonald, un conservateur, refuse le pardon malgré les pressions du Canada français. Riel meurt sur l'échafaud le 16 novembre 1885. Cette mort porte un coup dur à l'unité canadienne. À mon avis, Riel a été très important. Ça a été un élément déclencheur et catalyseur aussi. Il faut comprendre que si Riel a été important, c'est que les Canadiens français de l'époque ont compris que ce personnage et l'événement qu'il a représenté se situait dans la lutte, dans le combat séculaire, je dirais, entre Canadiens français et Canadiens anglais. Quand Riel s'est fait pendre, c'était un de nos compatriotes qui s'est fait pendre. Le 22 novembre, 6 jours après la pendaison, 50 000 personnes se réunissent au Champ de Mars de Montréal. 50 000 personnes, c'est le quart de la population de la ville. Parmi les orateurs, 2 libéraux, Wilfrid Laurier et Honoré Mercier. Riel est mort sur l'échafaud, comme les patriotes de 1837, en brave chrétien. En assassinant Riel, Sir John n'a pas seulement frappé au cœur de notre race, il a aussi trahi la cause de la justice et de l'humanité. Des manifestations, il y en aura toute la semaine au Québec. Jamais depuis 1837, l'indignation n'avait réuni autant de monde. Mercier fonde un nouveau parti, le Parti national, qui regroupe des libéraux et des conservateurs dissidents. Il propose l'union de tous les Canadiens français. En janvier 1887, il devient premier ministre du Québec. On peut dire que Mercier a été en quelque sorte le père de l'idée autonomiste au Québec et c'est lui qui a permis à cette idée-là de devenir l'expression du nationalisme canadien-français politique de l'époque. Selon Mercier, le Québec doit s'affirmer comme nation française et catholique. Face au fédéral, il adopte une attitude fortement autonomiste. C'est lui qui, en octobre 1887, convoque la première conférence interprovinciale dans l'histoire de la Confédération. On y affirme que le pouvoir central n'est qu'une créature des provinces qui ont accepté de jouer le jeu de la Confédération. Il croit à la Confédération, c'est difficile à l'occasion, bien sûr, émet des doutes, mais il est perçu à l'extérieur du Québec comme étant un séparatiste aussi. Il faut bien comprendre que les discours de Mercier qu'il a fait soit au Champ de Mars ou bien à la Saint-Jean-Baptiste en 1889 a été perçu à l'extérieur du Québec par les protestants, par les orangistes et le reste comme étant vraiment du séparatisme. Mais quand on connaît Mercier, qu'on connaît ses écrits et le reste, il faut se rendre compte que même s'il y a eu des doutes à l'occasion, même si vers la fin de sa vie, il est mort en 1894, même si vers la fin de sa vie, il commence à parler d'indépendance, on s'interroge s'il parle de celle du Québec, du Canada ou du Canada de l'Angleterre, il demeure pour moi que fondamentalement, Mercier se situe dans la structure politique fédérale.
Pendant que Mercier veut un Québec autonome à l'intérieur d'un Canada uni, un homme public se démarque. Jules-Paul Tardivelle, un journaliste de Québec, opte carrément pour l'indépendance du Québec. On est en 1886. Tardivelle, lui, s'inscrit dans un type de nationalisme qui pousse à leurs extrêmes ces caractéristiques-là. Et Tardivelle, lui, va prôner au départ donc un type de nationalisme ultramontain qui place au centre de la société la religion catholique et fait en sorte que le spirituel va primer sur le temporel, va faire en sorte que l'Église devra dominer l'État. L'option de Tardivelle ne séduira pas les foules, mais frappera l'imagination. D'autres gestes, cependant, auront un impact indéniable, des gestes que les Canadiens français perçoivent comme de l'intolérance de la part des Canadiens de souche britannique. Après le Nouveau-Brunswick en 1873, c'est au tour du Manitoba en 1890 d'adopter des lois scolaires qui, en fin de compte, mènent à l'abolition des écoles françaises et catholiques. Chaque fois que les Canadiens français ont fait appel à la protection du fédéral, tel qu'indiqué dans la Constitution de 1867, eh bien chaque fois, le fédéral s'est rangé du côté des provinces anglophones. Les Canadiens français ont compris progressivement que le gouvernement fédéral pouvait de moins en moins les protéger dans la Confédération. On a vu son inaction dans, en fait, les écoles du Nouveau-Brunswick. On a vu qu'il a pris beaucoup de temps on verra qu'il prendra beaucoup de temps à réagir au Manitoba. Progressivement, les Canadiens français, par l'affaire réelle, ça se concrétise, ont compris que le gouvernement fédéral ne les protégerait pas toujours. Dimension très importante, et on commence à se replier un petit peu sur le Québec comme tel. Quelques années plus tard, en 1912, ce sera au tour de l'Ontario de n'autoriser l'enseignement du français que dans les 2 premières années du primaire. Imaginez le tollé au Québec. Après, en fait, l'abolition des droits aux écoles séparées, maintenant, on s'engageait nettement du côté du Canada anglais sur la langue française qu'on voulait abolir. Alors, il y a eu une réaction énorme au Québec et une réaction qui a participé lors de la Première Guerre mondiale au refus des Canadiens français d'aider à la mère patrie d'Angleterre. Malgré de nombreuses frustrations, les Canadiens français continuent de faire confiance au nouveau système politique confédéral. En 1896, cette confiance se double de fierté. Pour la première fois de l'histoire de ce jeune pays, un des leurs, Wilfrid Laurier, est élu premier ministre. En même temps que lui, Henri Bourassa, un nationaliste, est élu député libéral fédéral du comté de Labelle. Dès le départ, Laurier est confronté à la fameuse question des écoles catholiques du Manitoba qui n'est pas encore réglée. Laurier choisira de ne pas vexer la majorité anglophone. Laurier a toujours dit, lui, que je m'inscris au centre de tout ce qui se passe. Je suis chef de pays. Je dois, comment dirais-je, faire appel à l'esprit de tolérance et je dois faire appel, et je dois considérer les différentes pressions qui se font sur moi. Donc, Laurier a développé progressivement un nationalisme que je qualifie de centre. C'est un événement qui se déroule à l'autre bout du monde qui provoquera une nouvelle fois la division entre les anglophones et les francophones. C'est la guerre des Boers. En Afrique du Sud, les soldats britanniques sont en guerre contre les Boers, un peuple de la République du Transvaal qui refuse la domination anglaise. Le Canada est membre de l'Empire. Il est donc automatiquement en guerre contre les Boers. Les Anglo-Canadiens soutiennent que le Canada doit envoyer des troupes pour soutenir l'Empire, auquel ils sont encore très attachés. Dans les rues de Québec, on voit des centaines d'hommes s'embarquer pour soutenir la guerre impériale. Mais dans l'ensemble, les Canadiens français s'y objectent. À leur tête, Henri Bourassa, qui affirme qu'il s'agit là d'une campagne coloniale face à laquelle le Canada doit montrer son indépendance. Vous, Anglais, vous parlez, vous agissez pour l'Angleterre. Moi, Canadien, je parle et j'agis pour le Canada.